coups du castor, votre émission mensuelle à destination des entrepreneurs et entrepreneuses sartoises, destinée également à faire rayonner les talents de la Sarthe, à offrir un temps d'expression pour se faire connaître et reconnaître en Sarthe et ailleurs. Thomas Girard est aux commandes de la table de mixage. C'est Isabelle Roncin qui vous parle de l'underground de la Tribu Coworking en cœur de ville du Mans, espace alternatif qui, grâce à ses outils by la Tribu, accompagne des dirigeants et des porteurs de projets depuis 13 ans déjà. Bonjour Thomas. Bonjour Isabelle. Chère auditorice, nos deux prestigieuses invitées du jour sont Nathalie Mauclair et Virginie Gabriel. Nathalie Mauclair est une athlète mancelle d'ultrafond, double championne du monde de trail. La Diagonale des Fous, ça vous parle ? À elle aussi, ça parle. Elle est également infirmière. J'ai la chance d'avoir croisé son parcours lorsqu'elle s'est lancée dans son activité entrepreneuriale il y a quelques années. Pour sa part, Virginie Gabriel est coach professionnel certifiée. Elle est experte en accompagnement. Son leitmotiv, c'est « Deviens la meilleure version de toi-même ». Et son cheval de bataille, c'est notre ami, le stress. Ces deux magnifiques femmes ont un dénominateur commun qui m'est apparu lors de l'écriture de cette émission. Toutes deux sont préparatrices mentales, ce qui va apporter de l'eau à notre thème du jour, poser des objectifs, à quoi ça sert ? Pour les dirigeants d'entreprise, fixer des objectifs nous aide-t-il à nous assurer de meilleurs résultats, à motiver nos équipes, à se motiver nous-mêmes ? Servent-ils à orienter notre énergie vers des actions concrètement définies ? Renforcent-ils notre pouvoir d'agir sur nos différents domaines de développement ? Comment mesure-t-on qu'ils sont atteints ? Quels impacts ces objectifs ont-ils sur notre santé mentale et santé physique ? De nombreuses sources, livres, vidéos, citations, conférences, sont unanimes et éloquentes sur le sujet. Et nous y reviendrons avec nos invités dans un deuxième temps. Nous commencerons par la présentation individuelle et croisée de nos invités, ensuite l'édito de Nestor sur le thème du jour, suivi par le temps d'échange de haut niveau avec nos deux invités sur leur vision de l'intérêt de fixer des objectifs. Avec toujours le tirage d'une ou deux cartes du jeu, les 400 coups du castor et le questionnaire à la dent de castor, pour en connaître un peu plus sur nos deux expertes. Il sera temps alors de conclure notre émission. Bonjour Virginie. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie. Bonjour Isabelle. Comment définiriez-vous votre énergie en ce début d'émission ? Alignée. Merci. Tonique. Super, on est bien parti. Je vais proposer à Nathalie de démarrer sa présentation, son parcours, son actualité du moment, parce que je crois qu'il y a de l'actualité en cours. Allons-y Nathalie. Alors je pars du commencement, quand j'ai commencé à courir. Avec plaisir. C'était il y a 15 ans, en 2010. J'ai commencé à courir par un marathon sur la proposition d'un ami et j'ai accepté la proposition parce que c'était le jour de mes 40 ans. Donc j'ai commencé à courir en compétition le jour de mes 40 ans sur un marathon que j'ai couru en 2h54. Ce qui était une très belle performance et en fait j'ai surtout apprécié toute la préparation et je peux dire en quelque sorte que j'avais attrapé le virus de la course à pied. Et ensuite, j'ai poussé ce loisir à une passion. Et ça a occupé 10 ans de ma vie avec une vingtaine d'heures d'entraînement semaine et des grandes courses comme donc j'ai 2 titres de championne du monde en individuel en 2013 et 2015. J'ai aussi 4 titres en équipe de championne du monde. J'ai 2 victoires sur la Diagonale des Fous en 2013-2014. Une victoire à l'UTMB en 2015. L'UTMB, c'est quoi exactement ? C'est le Tour du Mont Blanc, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Donc D'accord. à chaque fois, oui, la Diagonale des Fous. Les Ultra Trail, en fait, c'est comme ça qu'on appelle ces courses. C'est environ 160-170 km et 10 à 11 000 mètres de dénivelé positif et négatif. 11 000 mètres de dénivelé négatif, ou positif plutôt, c'est parce que quand on monte, du coup, c'est 11 fois la montée de l'Alpe d'Huez. Par exemple. D'accord. Bon, on a fait 2 fois. Et puis après, j'ai des podiums. J'ai aussi une victoire au Marathon des Sables, donc une course en étape dans le désert. Le dernier ultra que j'ai remporté, c'est l'ultramarin, le Tour du Golfe du Morbihan. Donc là, c'est tout plat, mais c'est 180 km. Et, mon petit bonus, c'est que j'étais la première femme à le faire en moins de 20 heures.
Bravo. Et puis après, des podiums sur des grandes courses américaines, des grandes classiques, quoi. Voilà, Un palmarès époustouflant, je c'est ça. dirais. Et du coup, au bout de 10 ans, en fait, j'ai commencé à sentir que j'en avais un peu fait le tour. J'avais un peu moins l'envie de courir. Et puis, il y a 2 ans, je suis allée faire une petite conférence, toujours quand même en lien avec le sport, sur Paris. Et j'ai eu la chance d'être interpellée par Vuber. Donc, Vuber, c'est un éditeur, un sous-groupe, je vais dire, d'Albin Michel. Et leur spécialité, c'est la transmission de savoir. Donc, ils m'ont proposé d'écrire, je dis, tous mes secrets, en fait, tout ce que j'ai pu mettre en place, tout ce que j'ai travaillé pendant mes 10 ans de course à pied. Et le livre est sorti il y a un mois. Il est juste à côté, là, je le voilà. vois. Et j'en suis très fière. Qu'est-ce que ça apporte de courir ou d'aller au-delà de certaines limites, j'imagine, corporelles, spirituelles? Moi, ça m'a apporté de me rendre compte que j'avais un potentiel immense, quoi. Alors que je vais dire que, en quelque sorte, ma vie jusqu'à 40 ans, elle était un peu fade et un peu quelconque. Je dirais que j'étais une ménagère de moins de 40 ans, comme on le dit parfois dans certaines enquêtes. Et Et vraiment, aujourd'hui, vous vous considérez alors comment, alors? du coup, aujourd'hui, je me sens comme une ex-grande sportive, mais encore une très bonne sportive de 55 ans. Et ça me va bien. Et ça m'a apporté une pêche d'enfer dans ma vie. Ça m'a apporté un regard plus positif aussi sur mon quotidien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas trop de limites, quoi. Effectivement, ça dépend des objectifs, mais ça, on y viendra tout à l'heure Absolument. qu'on se Faut en pose. garder un petit peu pour tout à Voilà. l'heure. Mais si on se pose des objectifs ambitieux, mais somme toute atteignables, en fait, l'être humain, il a un potentiel énorme pour pouvoir atteindre des choses de folie. Je vais me tourner vers Virginie parce que potentiel, je pense que ça va lui parler. Donc, Virginie, un parcours atypique déjà. Pourquoi le stress est-il votre dada? Le stress a commencé par se graver dans ma chair. Donc, je crois que on pourrait dire que le paradoxe, c'est qu'à la fois j'incarne le stress et à la fois j'incarne la capacité à en faire un défi et non pas un frein. D'accord. Alors, dites-nous tout, un peu plus là, je suis très curieuse. Qui n'est pas stressé? Le stress, c'est une énergie. Mhm. Elle peut s'avérer être une porte, un mur, et elle peut s'avérer être un tremplin. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment être capable de transformer ce que le stress apporte comme énergie en ressources pour atteindre des objectifs. Et quand on a atteint ces objectifs, on obtient des résultats. Et donc, comment ça se matérialise dans votre activité? Donc, ce rapport au stress et ce rapport au résultat et à la performance. Alors, j'ai deux choses. Moi, je m'intéresse à l'équilibre entre la santé, donc avec notamment la question des dégâts provoqués par le stress, et la performance. Donc, nous sommes dans un monde fini, avec des ressources finies. Et comment j'optimise ces ressources pour obtenir les meilleurs résultats possibles? Et donc, ça se concrétise comment pour les personnes qui entendraient cette émission et qui pourraient se dire bah, moi, je suis un peu stressée. Ce dont je peux témoigner, c'est que les clients qui sont venus me voir parce qu'ils étaient stressés, ils sont passés de bloqués à j'agis. C'est vraiment la remise en action. Les gens qui viennent vous dire je suis stressé, ils ont un blocage en fait. Ils viennent pas vous dire je suis stressé mais je suis hyper performant. Non, je suis stressé. Dans les dernières clientes que j'ai eues, c'était une personne qui me décrivait qu'avec le stress, elle se mettait à trembler, à transpirer énormément, à bafouiller. Elle perdait complètement ses moyens. Alors moi, j'ai un petit dada, c'est les personnes qui vivent des violences morales, qui, je trouve, se développent de plus en plus partout. Donc, il se trouvait que c'était la situation de cette personne et qu'elle était bloquée à chaque fois qu'elle était dans cette condition. Et à la fin, je lui dis alors cette personne, voilà, comment ça se passe maintenant? Elle me dit, oh, maintenant ça me passe au-dessus, je le vois faire, je souris et ça va. Donc vraiment, alors je pense que c'est la technique, c'est pas moi, mais mes clients obtiennent des résultats absolument époustouflants en matière de gestion du stress, juste en leur mettant les bons outils.
Et au niveau de la gestion du stress, Nathalie, est-ce qu'on en rencontre quand on fait quand on court? Est-ce qu'on dit courir, c'est bon pour la santé, etc. Mais quand on fait comment dire, des distances de ce type. Alors en fait, c'est pas tant la distance qui me stresse, quoi. En fait, c'était aussi l'adéquation, je vais dire, donc pour préparer, pour être assez plus explicite, pour préparer une grande course, du coup, je passais énormément d'heures à m'entraîner et du coup, mon corps était plutôt prêt. Mais sur une course en 2012 à l'Écotrail de Paris, en fait, je pense que physiquement, j'étais la meilleure, mais mentalement, j'avais trop l'envie de la gagne. Donc, du coup, je me suis trop stressée. Je suis partie un peu vite, j'ai fait des erreurs et au final, j'ai pas gagné. Et j'étais D'accord. très, très déçue. Et suite à cette expérience-là, je me suis dit, c'est trop dommage de passer des heures à l'entraînement. Et parce que j'ai pas bien fait attention à aligner mon mental et mon corps, du coup, je suis déçue parce que je me suis trop stressée, en quelque sorte. Tout à fait. Donc, après, j'ai mis en place de la sophrologie. Moi, pour le coup, ça a été l'outil que j'ai trouvé pour me déstresser et aborder les courses plus sereinement et ne plus viser. Alors après, ça, c'est lié à mon fonctionnement. Mais si je me visualisais sur la première marche, en fait, j'atteignais rarement cet objectif-là parce que ça me stressait trop. Mais si je me disais un podium ou un top 5, du coup, j'arrivais plus sereinement, j'étais moins stressée, je me mettais moins de pression et je réussissais. Plus facilement. Et Virginie, parce qu'on entend souvent, là, on a trouvé de la sophrologie en outil, donc il y a d'autres outils, il y a le coaching, il y a les thérapies, etc. Mais vous proposez quelque chose de particulier entre les deux, je crois. Il y a un nom particulier, je vous laisse le dire. La préparation mentale. Effectivement, quand Nathalie vous parlez de stress, c'est quand vous décrivez le stress trop important pour atteindre votre objectif. Vous décrivez ce petit point, justement, il est très sensible, cette différence entre l'angoisse et l'état de stress optimal pour faire ce qu'on appelle entrer dans la zone. Si on bascule dans l'angoisse, on ne rentrera pas dans la zone, on ne sera pas à son meilleur niveau de performance. Et ça, c'est hyper ténu et tout ça se travaille pendant pas mal de séances en préparation mentale. D'accord. Et vous avez un espace particulier dans votre bureau, je crois, qui permet de... L'espace off ? C'est l'espace off. Oui. J'aimerais vous entendre sur cet espace off que vous proposez, qui est entre... c'est pas du coaching vraiment. Ni coaching, ni psychothérapie. Ni psychothérapie, c'est quelque chose de... ça part du constat que finalement, nous sommes tous de plus en plus soumis à des contraintes, du stress, etc. Pour autant, les gens qui vont avoir besoin de psychothérapie, c'est quand ils sont allés très, 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 très loin dans les dégâts du stress. Le coaching, c'est quand ils vont très, très loin dans le blocage. Mais peut-être que des fois, on n'est pas obligé d'en arriver là. Peut-être que parfois, on peut juste venir me voir, on dépose ce qu'on a à déposer. Espace Off est un endroit où je peux déposer, bénéficier d'une écoute, d'un accueil. C'est bienveillant, c'est sans jugement, c'est confidentiel. Ça, c'est très important. Ce qui fait que les gens qui ont aussi leurs secrets et qui ne peuvent pas les partager, mais qui ont besoin de poser, ils peuvent venir aussi me voir. Les gens aussi qui ont besoin de challenger leurs idées. Ça aussi, Espace Off le permet. C'est-à-dire, je pense aux dirigeants d'entreprise, il a des décisions à prendre. Pour des raisons de stratégie et de confidentialité de la stratégie, il ne peut pas en parler autour de lui, ni à la famille, ni à ses associés, parce que c'est stratégique et peut-être parfois politique. Et voilà, Espace Off est ouvert aussi aux dirigeants qui auraient besoin d'un alter ego pour discuter de sa stratégie, l'aider à réfléchir, l'aider à poser ses idées, à les formaliser. Voilà, c'est tout ça, Espace Off. Tout à fait. Quand on parlait de l'esprit et du corps qui soient en adéquation, votre livre, il va servir à ça, Nathalie ? Oui, tout à fait. Bien sûr, il y a toute la dimension physique, parce que courir, c'est avant tout du physique. Mais en fait, quand moi j'ai commencé à courir, j'ai aussi beaucoup travaillé le physique, mais assez vite, par mes expériences de course, je suis allée chercher du côté du mental. Le fait que je sois infirmière n'est sûrement pas anodin dans cette recherche. Et il y a presque peut-être 50% du livre qui aborde justement toutes ces techniques de relâchement, de lâcher prise, de visualisation, de préparation mentale. Et Guillaume Millet, qui a écrit la préface, donc qui est un enseignant-chercheur à l'université STAPS de Saint-Étienne, dit en fait, c'est presque la première fois que je lis un livre qui s'intitule Courir et
pour autant qui aborde autant la préparation mentale. Je vais vous proposer à présent de tirer une petite carte du jeu Les 400 coups du castor et de répondre à la question. Mais vous la choisissez, c'est moi qui vais la lire et vous allez pouvoir répondre à la question. Allez Virginie, super. Oh, partage une histoire drôle qui te concerne bien sûr. Alors, drôle plutôt rigolo ou drôle plutôt cocasse? Oh, les deux, je pense, seront les bienvenus, l'une ou l'autre. Ah ouais, j'ai quelque chose de très cocasse à raconter. C'est assez récent, donc comme effectivement, pour développer mon activité, il faut que j'aille parler de ce que je propose. Un jour, je suis allée au palais de justice. Je vais à l'accueil, je dis voilà, moi je traite le stress et je me suis dit que très probablement, vu la matière que vous traitez, il y avait de grandes chances que ça vous concerne. Je vois les yeux de la dame briller qui me dit je sais vers qui vous envoyez. Elle appelle donc son collègue qui m'accueille au 4e étage. Il s'avérait que c'était le chef de cabinet des chefs de juridiction qui m'a accueilli au débeauté sans rendez-vous, qui a pris le temps que je lui présente ce que j'avais à proposer. Qui m'a dit est-ce que je peux vous recontacter d'ici quelques mois parce qu'on a notre semaine qualité de vie au travail. Vous pourriez peut-être intervenir. Et voilà, donc j'attends, peut-être que je referai signe avant, mais j'attends son appel pour préparer cette semaine-là pour le palais de justice. Une histoire audacieuse en tout cas. Oui, pareil. Alors Nathalie, coup au cœur, partage un moment de surprise extrême. Aux États-Unis, quand j'étais partie pour une compétition, et en fait, avant, quand je fais pas la reconnaissance de tout le parcours, mais je reconnais quelques parties du parcours. Et mon conjoint m'avait déposé à un endroit, et moi, je courais, et on devait se retrouver 10-15 kilomètres plus loin. Et en courant, je vois un ours sur le talus. Et je me dis, les Américains sont très drôles, ils ont mis un ours en statue. Et je continue de courir. Et l'ours statue, que je croyais statue, en fait, tourne la tête comme ça, il me suit du regard. Et là, je me dis, je fais quoi? Bon. Et il s'avère que j'étais pas toute seule. Il y avait d'autres personnes sur le chemin, donc je me suis pas affolée. J'ai continué mon chemin. Mais bon, il y avait un ours. Il y avait un ours qui était là, qui se baladait tranquille. Donc un bon coup de stress aussi. Ah bah j'imagine. Un coup au cœur, comme on dit. Un coup voilà. au cœur. Merci pour ce partage. Nous allons passer maintenant à un autre moment. On va passer de l'ours au castor. C'est l'édito numéro 3 de poser des objectifs. À quoi ça sert? Pour préparer cet édito, comme d'habitude, je suis allée rechercher la définition. Et là, je me suis mise à rire. Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé en premier lieu. Je vais vous le lire textuellement. La définition philosophique de objectif est la suivante. Qui existe hors de l'esprit, qui est indépendant de l'esprit. Avec pour exemple la réalité objective. Objectif serait alors d'être réel par opposition à subjectif qui relèverait de notre seule pensée. De la vision, dont vous êtes doté bien sûr depuis notre dernière des 400 coups du castor, découlent des objectifs. Je vous imagine empressé d'écrire fiévreusement en écoutant ou en réécoutant l'émission pour vous faire ce cadeau de vous donner un cap de vie personnelle et ou professionnelle. Pour nous aider à les atteindre, ces fameux objectifs, ils doivent être par exemple SMART. Comment ça, SMART? Intelligent? Eh bien oui, absolument. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour temporellement défini. C'est la définition de toutes les prestigieuses écoles de management. Il faut de la clarté, une idée de livrable, une date d'exécution et de la précision pour les fixer afin qu'ils soient atteignables, même si dans la philosophie japonaise de l'ikigai, qui permet entre autres de définir sa raison d'être et sa joie de vivre, l'outil Shikansen, lui, invite à se doter d'objectifs out of the box. Je vous prie de m'excuser pour mon anglais. Objectifs en dehors de la boîte, disons un peu fou, un rêve que l'on croit inaccessible, une idée farfelue afin de se challenger. Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec,
on atterrit dans les étoiles. L'écrivain irlandais Oscar Wilde est à l'origine d'une des plus belles citations nous incitant à réaliser nos rêves. Les objectifs, on peut les cuisiner à d'autres sauces, tels que ceux à long terme, que l'on décline en objectifs annuels. Il y a aussi les objectifs que l'on définit au regard des différents domaines de la vie. Objectifs professionnels, carrière, développement de compétences, objectifs personnels, épanouissement, passion, sport, objectifs relationnels, pour visualiser ce que l'on souhaite pour sa famille et ses amis. Au niveau financier aussi, se projeter également sur la grandeur visée de son patrimoine, son indépendance financière. Puis pourquoi pas l'objectif de contribution à une cause qui nous est chère, une œuvre sociale. Les objectifs peuvent se réfléchir aussi en termes d'objectifs économiques, sociaux et culturels, ce qui reprend les thèmes que je vous ai présentés un peu plus tôt, mais rangés un peu différemment. Le tout, c'est de trouver le moyen qui nous permettra de les poser sans douleur, sans stress, sans vague à l'âme, sans non plus se jeter dans l'arène à corps perdu. Car comme cette expression l'indique, il ne s'agit aucunement de se perdre dans ses objectifs. Un gentil objectif qui tient vaut mieux que 2, tu verras. Vivre sans objectif, c'est comme naviguer sans carte ni boussole. On erre sans but précis, souvent avec un sentiment persistant d'insatisfaction. À l'inverse, des objectifs clairs et bien définis donnent du sens à nos actions et nous guident vers une vie plus épanouissante. J'ai vécu sans objectif pendant de nombreuses années. Je me levais le matin pour être une maman idéale, une épouse parfaite, une femme accomplie, sans autre but que de soutenir l'atteinte des objectifs des personnes qui m'entouraient. Je suivais le rêve d'un autre. Je m'étais oubliée sur le chemin de la vie, de ma vie. Et il a fallu que je me réveille un jour, le 7 février 2014, que je me réveille littéralement en me posant comme nouvelle et premiers objectifs de vie. Je veux être heureuse. Je me suis sentie pousser des ailes et j'ai commencé à suivre mon rêve, à jalonner mon chemin d'objectifs plus ou moins clair au départ, à peine mesurable, parce que ça me faisait peur la mesure, sans vraiment de date de réalisation. Mais peu importe. Le regain d'énergie produit par cette nouvelle aspiration que je n'avais même jamais osé penser m'a permis de me lancer dans mon projet entrepreneurial, de développer ma créativité, mon envie de contribuer au monde, de me sentir utile et la cerise sur le gâteau, de réaliser pas à pas les rêves qui sommeillaient en moi depuis l'enfance. Alors qu'importe les petites phrases assassines de mon pire ennemi. Je parle de mon mental, quand il fait des siennes avec ces petites phraseounettes qui tournent en boucle dans ma tête et qui tentent de me dévier de mon cap. Peu importe ces tentatives de me perdre dans l'étendue infinie de ces scénarios limitants. Qu'importe le regard des autres, si ce n'est que le regard, mais parfois les « tu n'y arriveras jamais ». Oui, qu'importe toutes ces démonstrations de peur, voire de protection. Mes objectifs servent ma vie rêvée et je ne laisserai personne m'en détourner. Même si je les questionne régulièrement, même si je les éclaire parfois d'un autre angle de vue, je continue d'avancer sur un chemin paisible et serein, jalonné de mes objectifs à atteindre sans pression, en confiance, pour servir la vision du monde idéal dans lequel je veux vivre. C'est à vous à présent, chères expertes, de partager votre regard affûté sur le thème du jour. D'ailleurs, sur la couverture de votre livre que j'ai sous les yeux, Nathalie Mauclair, il y a la mention « se lancer, progresser, atteindre ses objectifs ». Ça nous dit quoi pour la fixation des objectifs ? Alors, dans le livre, j'aborde la technique SMART parce que, effectivement, c'est une des plus connues et puis elle est complètement adaptable à la course à pied. Je cite même un exemple sur 5 ou 10 kilomètres de se définir l'objectif, de pouvoir courir en continu cette distance-là en déterminant un temps, en y prenant du plaisir. Et donc, du coup, il y a un petit programme par rapport à ça. Et en quelque sorte, moi, mon objectif, quand j'ai commencé à courir, c'était la fixation, c'était le marathon. Bon, c'était peut-être pas très raisonnable, mais bon, ça a été atteignable. Oui, parce que c'est 42 km, je le rappelle pour les personnes, enfin 42 km et des poussières. 195. 195 mètres. Mais bon, je l'ai pris comme tel, c'était mon objectif et je l'ai atteint.
Et maintenant que je fais plus de grandes courses et que j'ai moins de grands objectifs de compétition, j'ai quand même besoin de me fixer des objectifs pour continuer d'aller m'entraîner. J'ai besoin de faire du sport, mais c'est toujours mieux si j'ai un objectif à atteindre parce que je vais y mettre la bonne énergie, je vais organiser mes semaines pour pouvoir faire mes séances d'entraînement. Et après, bah, du coup, je dirais le jour de la compétition, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. C'est le fait d'atteindre et d'arriver au bout de ce qu'on s'est fixé et pour lequel je travaille déjà depuis plusieurs mois, en fait. Merci. Et Virginie, j'aimerais quand même qu'on aborde le sujet que se fixer des objectifs, ça peut être anxiogène par moment. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport à cela? Oui, on peut se fixer un objectif comme atteindre le haut d'un escalier. Mais pour atteindre le haut d'un escalier, vous serez obligé de gravir marche par marche pour y aller. Et donc, il ne faut pas confondre étape et objectif. Et parfois, les gens confondent les deux. D'accord. Ils vont dire j'ai un objectif en parlant finalement d'une étape, ou des fois, ils vont parler du haut de l'escalier, mais ils vont complètement occulter en fait les étapes pour atteindre l'objectif. D'accord. Et c'est beaucoup moins anxiogène de voir une première marche, puis une deuxième marche, puis Ok. jusqu'à la dernière et l'atteinte de l'objectif final. Oui. Donc, quel est votre conseil alors? C'est d'un objectif, par exemple, annuel, d'en définir des différentes étapes qui sont plus faciles à mesurer. Il faut vraiment décliner Décliner. un objectif en plusieurs étapes qui sont, elles, très très smart, mais au point que elles nous paraissent accessibles. L'objectif devient compliqué pour les personnes qui s'en sont fixées un très très gros. Je pense à ceux qui gravissent les montagnes. Mhm. Ils font des haltes. Ils ont des relais tout autour de la montagne pour prendre un temps de récupération, un temps de pause et repartir. Il y a même des refuges, quelque part. Je crois que c'est le juste terme. C'est vrai. Et oui, et quand on fait 170 km à suivre comme ça, il y a des étapes aussi. Tout à fait. J'ai découpé mes courses en distance atteignable, en fait. D'accord. Un moment jusqu'au ravito, un moment là où je verrai mon conjoint avec les enfants. Aussi, je comptais le nombre d'ascensions que j'avais à faire. En fait, ma course, elle était découpée en plein de moments différents. Et comme ça me permettait d'égrener les kilomètres sans vraiment m'en rendre compte. En parallèle de ça, je l'ai égrené aussi en quart, tiers, demi, deux tiers, trois quarts. Et déjà, quand on a fait la moitié, c'est presque comme si c'était fini, quoi. J'avais plein de moments et en fait, je partais pas pour 170, en fait. Je partais pour les 10 premiers, puis après peut-être les 15 suivants. Et comme ça pendant toute la distance. Et votre livre permet justement de nous donner les outils pour qu'on... C'est-à-dire que moi, par exemple, à 56 ans, je pourrais me mettre à faire un ultra-trail, pas demain, mais dans un an. Alors oui, si en vous fixant un objectif qui vous convient, qui vous semble atteignable, et en mettant en place un rétro-planning en quelque sorte, ou d'objectifs intermédiaires pour pouvoir l'atteindre, oui, c'est tout à fait réalisable. En quoi un coach peut nous aider à atteindre nos objectifs, Virginie? Alors ça, c'est une très bonne question. Le coach commencera toujours par faire ce qu'on appelle le protocole de fixation et définition de l'objectif. SMART, c'est 5 critères. Nous en avons 19 dans le protocole de fixation des objectifs. Okay. Et donc, nous vérifions les 19 critères pour ensuite accompagner la personne à atteindre son objectif. C'est ça. Le coach ne fait pas à la place d'eux, on est bien d'accord. Absolument pas. Ah non, nous guidons, nous outillons la personne. Donc, on va l'outiller pour qu'elle soit capable déjà de... Je reprends en gestion du stress. La première fois, je dis entre 1 et 10, quelle est l'intensité de votre stress par rapport à telle ou telle situation. Et chaque fois, je mesure. Et je lui dis, à la fin de ce coaching, vous serez à combien dans cette situation? Voilà. Donc, de toute façon, on mesure dès le départ le stress et on fixe à quel niveau de stress on veut arriver. C'est ça. La mesure est très importante, ça, pour les objectifs, je crois. Parce que si on se met un objectif, mais qu'on ne mesure pas... Et ça fait peur, la mesure, je crois, parce qu'on se prend une réalité en pleine face ou pas? J'aimerais votre avis là-dessus. Le mesure du temps, c'est ça. Oui, c'est ça, mais en fait, là encore, il faut être un peu raisonnable, quoi. D'accord. Si effectivement vous vous mettez, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, à vouloir faire un ultra-trail,
peut-être que vous fixerez 40 heures, 50 heures, alors que moi, je le fais en 29 heures, vous voyez? Par exemple. Par Voilà. exemple. Ah Mais oui. du coup, il Oui. faut savoir Ah, mettre une mesure raisonnable et raisonnable. atteignable, Atteignable. comme l'objectif. Comme l'objectif. Virginie? Alors, sur la mesure, effectivement, là, vous parliez du temps, Isabelle. J'en parle dans ma conférence en gestion du temps, justement. La mesure est un élément stressant pour les gens. Oui. Pour certaines gens, pas tous. Moi, j'en Après, fais partie. je crois que philosophiquement, elle vient raconter le fait que nous sommes des êtres limités. Et très souvent, des personnes, ça dépend qui, mais certaines personnes ont beaucoup de mal à accepter la limite. Alors, ça vient raconter ça, je crois, notre rapport à la limite. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre émission, alors. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait être encore dit sur les objectifs et en quoi ça nous aide dans la vie de tous les jours, peut-être aussi? Moi, j'aimerais bien revenir sur la notion de la mesure. Et alors, moi, j'étais pas très à l'aise avec cette notion-là parce que je crois que ça me renvoyait au système scolaire français et à cette notion de notes qu'on pouvait avoir quand on réussissait ou pas. Et en fait, quand on prépare des compétitions, moi je l'aborde dans le livre parce que c'est la technique qui est connue par tous, donc la fameuse VMA, la vitesse maximale aérobie, la vitesse la plus rapide à laquelle on arrive à courir, et après on décline les plans d'entraînement en pourcentage de cette VMA. Et en fait, je me suis jamais entraînée de cette façon-là parce que pour moi, c'était un rapport à une note, à un potentiel, et du coup, ça me faisait peur parce que je pense que ça m'évoquait des choses bien antérieures. Et du coup, moi, je basais mes entraînements sur ma fréquence cardiaque, qui est un autre système de mesure, mais j'avais pas d'antécédent avec cette mesure-là. Donc, du coup, c'était nettement plus confortable. D'accord. Choisir sa mesure, alors. Choisir son objectif, le décliner et choisir sa mesure. C'est parfait. Je pense qu'on a fait un petit tour. Bon, je pense qu'on pourrait... Mais il faut venir vous voir dans ces cas-là, chacune. C'est ça. Pour votre expertise. Nous allons passer à un nouveau temps. Comment vous sentez-vous à ce stade de l'émission? Très bien. Tout est dans la mesure. Eh bien, nous allons passer en démesure, puisque je vais vous proposer de choisir un petit questionnaire, mais vous n'allez pas le choisir puisque vous allez choisir entre 1 et 4, un chiffre, mais pas le même toutes les deux, puisque c'est un moment de grande joie pour moi que de découvrir plus sur vous au travers de notre questionnaire Dents de Castor. Le principe est de terminer le plus spontanément possible la phrase proposée afin de laisser parler la voix du cœur. Il y a 10 énoncés à compléter pour chacune de vous deux, et je me laisse bien entendu la liberté de venir creuser, d'où le rapport avec la dent de castor. Alors, entre 1 et 4, Virginie? Je dirais 4 parce que je suis née un 4. Ah, ok. Le 4 pour Virginie et Nathalie, 3. Le 3. Parce que c'est mon chiffre magique. Super, super. On va commencer par Virginie. Alors, et si j'étais une graine, j'aimerais me planter dans le meilleur terreau possible. Quel est-il pour vous le meilleur terreau possible? Celui qui n'est pas forcément confortable, mais qui me donne un maximum d'opportunités d'expérimenter pour grandir. C'est facile pour moi de parler. Vous seriez-vous tu à une époque pour avoir ce besoin de parler aujourd'hui? Il aurait fallu que je me taise. Aujourd'hui, 3 petits points. Je suis alignée depuis 8 jours, mais j'ai découvert les vertus du cadre intérieur. Vous pouvez en dire un petit peu plus? Absolument. Ça vient de... J'ai pris conscience que je me présentais souvent comme une ressource pour les autres. Ça vous parle, n'est-ce pas, Isabelle? Et à un moment, je me suis dit, mais je passe mon temps à m'adapter au cadre des autres et le mien. Et donc, voilà, donc j'ai dit, finalement, je cesse de me comporter comme une ressource et je vais apprendre à me comporter comme une personne avec ses limites, ses vulnérabilités, ses talents. C'est comme une personne. Ça mesure. Et surtout ça. Si j'étais un instrument de musique,
Saxophone. J'en ai loupé une. J'aime écouter, 3 petits points. Les gens. Pourquoi vous aimez écouter les gens? Parce que je suis une grosse trouillarde pour voyager géographiquement. Mais par contre, écouter les gens, pour moi, ça me fait voyager depuis toute petite. S'il était trop tôt. S'il était trop tôt, peut-être pour mourir, parce que là, j'ai des choses à accomplir et je voudrais pas que ça finisse trop tôt pour l'instant. Il était une fois, 3 petits points. Une sage. Mais une encore. sage. Non, alors, il était une fois, c'est mon histoire vraie, il était une fois une petite fille de 6 ans qui s'imaginait que quand elle serait suffisamment âgée, elle deviendrait une sage que les gens viendraient voir pour être guidés. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est véridique. Oui. Aujourd'hui, je choisis de... Je choisis de laisser partir tout ce qui doit partir. Oh, ça c'est une bonne chose. Je suis pour, 3 petits points. Je suis pour... Je suis pour quoi? Pas tellement de choses. Je suis pour libérer les personnes de leur prison personnelle. Si j'étais un être de la nature, je serais... Une fée? Oh. C'est très joli. Merci Virginie. Merci Isabelle. Je vais me tourner vers Nathalie. Si j'étais un animal... Je serais une gazelle pour courir encore plus vite. Vous savez à combien court une gazelle? Je l'ai su. Mais non, mais c'est vraiment l'animal qui court le plus vite. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup plus. Après. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a le guépard. Le guépard, mais pas sur longtemps. Oui, donc c'est ça. Ouais. Donc la gazelle, c'est peut-être pour plus longtemps. Ouais. Le plus beau compliment que j'ai reçu. Alors là, j'en ai pas un qui me vient en tête, mais en gros, ce qui me gratifie beaucoup, c'est quand on me dit que j'ai fait une carrière incroyable, ou là, quand on me dit, là, en ce moment, j'ai des retours sur mon livre où on me dit « Ah, trop bien, je l'ai dévoré, j'ai mis en place des nouvelles routines. » Là, c'est un très beau compliment parce que je me dis, au moins, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai mis en mots, ça sert à quelqu'un. Ça sert à quelqu'un. Être utile, se sentir utile, c'est important pour vous? Oui, je crois que c'est essentiel. La vie est 3 petits points. La vie, c'est une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. La fameuse phrase dans Forrest Gump, c'est ça? Forrest Gump. Mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Il court aussi, lui, dis donc. Quelle référence, Nathalie. Quel est mon plus grand talent? Je vais dire, alors, soit courir, parce que c'est ce que les gens voient de moi, et aussi porter attention aux autres. Oui. De par mon métier de soignante, voilà, être à l'écoute et me rendre disponible. Le monde a besoin, 3 petits points. A besoin de douceur. Et d'arrêter d'écouter BFM. Il faut écouter les 400 coups du castor. Exactement. Si j'étais un océan. L'océan Indien. Ah, et pourquoi océan Indien? Parce qu'il y a l'île de la Réunion au milieu. Et depuis que j'y suis allée plusieurs fois pour courir la Diagonale des Fous, je suis tombée amoureuse de ce petit caillou. Oui. Ouais. Qu'est-ce qui vous attire autant sur ce caillou? Parce que vous n'êtes pas la seule à... Il y a beaucoup de gens, quand ils la voient une fois, cette île, ils en tombent amoureux. C'est la chaleur, le soleil, la mer, la diversité des paysages. En fait, sur un petit caillou, on a à la fois, oui, c'est ça, la mer, la montagne, même le massif central dans les hauteurs. Quoi, c'est incroyable. Il y a un condensé d'odeurs, d'énergie. Il y a des circuits de trail. Exactement, aussi. Si j'étais maçon, Si j'étais maçon ou maçonne. Ouais. Maçonne. Je construirais une belle maison pour moi et ma famille. Sur l'île de la Réunion. Par exemple. Si j'étais une saison. L'été.
L'été, j'aime bien quand il fait chaud, j'aime bien sentir le soleil sur ma peau. J'aime bien quand les journées, donc quand on est en Sarthe, les journées qui sont un peu plus courtes, quoi, avoir plus de soleil que de nuit. Donc oui, l'été. Le mot que je préfère. Bonheur. Mmh. Le bonheur, parce qu'on a tous droit au bonheur. Et en fait, notre société ou notre quotidien fait qu'on s'attache le plus souvent aux problèmes et on voit moins le bonheur. Donc oui, il faut vraiment porter attention. Et mon rêve absolu, c'est C'est partir avec mon sac à dos sans savoir où je vais et pour combien de temps et s'ouvrir à l'aventure. Oh, quel beau voyage en C'est ça. perspective. Merci à toutes les deux pour cette authenticité. Et bien, il est bientôt venu le temps de nous quitter. Virginie, Nathalie, quelques mots pour conclure sur le thème de l'émission. Quel message pourriez-vous écrire sur un bout de papier et le glisser dans une bouteille à jeter à la mer pour inspirer nos auditeuristes dans la fixation de leurs objectifs? Virginie, je vous sens prête. Je vais simplement citer ce qui est dans ma bannière sur mon site. Fais de ton stress des défis et tes conflits des opportunités. Alors pourquoi les conflits? Pourquoi c'est important des conflits, des opportunités? Comment on peut transformer un conflit en une opportunité? Une fois qu'on est d'accord sur le désaccord et qu'on a, on va dire, évacué un peu le côté émotionnel, on peut rentrer dans ce qu'on appelle dans le métier l'espace de créativité. D'accord. C'est ça, les opportunités. C'est créer des solutions qu'on n'avait pas imaginées tout seul, mais qu'on peut faire ensemble. Absolument. Mais que encore de thèmes en perspective pour notre émission. C'est formidable. Nathalie, votre message in the bottle? Prévois des petits objectifs que tu sauras atteindre plutôt que de vouloir atteindre trop gros et échouer. Être modeste dans ses premiers objectifs pour pouvoir les atteindre. Oui. Plutôt que de vouloir faire quelque chose d'énorme et en fait d'être déçu parce qu'on n'y arrive pas. D'accord, ok. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais vous, pour arriver à ce que vous êtes arrivé à faire, c'est-à-dire les 170 km ou championne du monde, vous avez quand même été les chercher out of the box, les objectifs quand même. Oui, et à la fois, je me suis donné les moyens de les atteindre en fait. C'est ça. C'est parce qu'autrement, si on... voilà, c'est le chemin peut-être pour atteindre les objectifs, du coup. C'est ça, faut vraiment, mettre des étapes intermédiaires. C'est ça. Mais quand même rêver, quand même. Parce que... Oui, complètement. Autrement, la vie a moins de saveur, effectivement. Mais en fait, j'ai un peu... par rapport à cette notion de mettre un message dans une bouteille, je n'ai pas quelque chose de bien complètement défini. Mais là, j'ai cette image-là ou j'ai cette phrase-là dans le sens où, par exemple, les gens qui veulent se remettre à une activité physique vont dire bon, allez, à partir de la semaine prochaine, je cours 4 fois par semaine. Oui. Et au final, ils vont le tenir une semaine, 2 semaines, et après, ils vont dire c'est trop dur et ils vont arrêter. Donc, non, vaut mieux commencer petit et tenir et du coup pouvoir aller plus loin que de vouloir aller tout de suite grand et puis en fait de ne pas réussir. Pour qu'une nouvelle habitude devienne quelque chose d'ancré, vous êtes aussi d'accord avec cette idée qu'il faut le faire pendant 3 semaines ou un mois, enfin 21 jours au minimum, voire 30 jours? Ça vous parle, ça? Oui, c'est très connu et je suis assez d'accord, effectivement. Si on ne force pas à le... Au début, il y a un peu cette notion, je dis force, donc effectivement, ça demande un effort, un entraînement où il faut que notre mental nous demande de le faire pour qu'après, ça devienne une habitude. Mais moi, je travaille beaucoup avec les routines dans plein de domaines parce qu'en fait, une fois que le circuit il est bien imprimé dans notre cerveau, ça va beaucoup plus vite et on gagne énormément de temps. Et donc, les routines aussi, je me retourne vers d'autres coachs. Je ne peux pas ne pas parler du modèle du changement de Di Clemente,
qui, pour que nos auditeurs ne se découragent pas, il faut savoir qu'en moyenne, vous aurez 5 à 6 échecs quand vous mettez en place une nouvelle habitude avant de l'ancrer définitivement. D'accord. Donc, ne perdez jamais la foi. C'est ça. Dites-vous, je recommence. La persévérance. La persévérance. Très importante Absolument. dans la fixation des objectifs. Et l'atteinte. Pour l'atteinte. Et l'installation de l'habitude. Absolument. Eh bien, merci Nathalie, merci Virginie. Moi, je me sens toute équipée là pour pouvoir fixer de nouveaux objectifs. Merci pour vos messages in the bottle, votre générosité, votre haute authenticité et votre indéniable expertise. Comment fait-on pour entrer en contact avec vous ? Alors, Nathalie, pour acheter votre livre, par exemple. Alors, le livre est présent sur les plateformes Fnac, Amazon, Cultura et dans de nombreuses librairies. Et après, j'ai Instagram, Facebook, LinkedIn, à mon nom. Vous faites des petites Nathalie vidéos Maucler. en plus. Voilà, c'est ça. J'essaie de encourageante. Voilà. Et Virginie, comment on rentre en contact avec vous ? On se rend sur mon site internet. Qui s'appelle Donc, Gabriel, GABRIEL-ACCT.com. Parfait. Cette émission a été joyeusement préparée à la Tribu Coworking au Mans avec les équipes de Let's Coop, dont Thomas Girard et moi-même. Un mot, Thomas ? Oui, je voulais remercier nos invités pour le partage de leurs expériences. Merci. Le thème de la prochaine émission, c'est la solitude de l'entrepreneureuse. Pourquoi faire seul quand on peut faire ensemble ? Et si vous ressentez l'envie, le besoin vital de participer à la prochaine en tant que freelance, entrepreneur, artiste, commerçant, dirigeant, chef d'entreprise, envoyez-nous un mail avec vos coordonnées et l'objet Les 400 coups du castor à la tribucw@gmail.com. Nous ne manquerons pas de vous recontacter. Vous retrouverez l'émission sur la plateforme Ocha. À très bientôt.